France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La petite ville de Loudun, dans l'ouest de la France, était le théâtre d'une affaire peu commune dans la première moitié du XVIIe siècle. Un cas de possession démoniaque de plusieurs religieuses qui a fait grand bruit. L'affaire a mobilisé jusqu'au cardinal de Richelieu, car à cette époque, encore marquée par le souvenir des guerres de religion, le pouvoir politique se montrait déjà soucieux d'affirmer son autorité. Alors comment comprendre ce qui se joue dans une possession ? Quels sont les ressorts sociologiques et politiques de ces phénomènes étranges ? Et qu'est-ce que cela nous dit de l'état d'une société ? C'est l'historien Michel de Certeau qui nous le raconte dans l'émission Arcane 71. Arcane de la possession de Loudun, présenté par Michel de Certeau et Jean-Louis Cavalier. Il suffit bien sûr d'avoir dit le titre que j'ai dit pour que tout le monde ait compris de quoi il allait s'agir dans cette émission d'Arcane. On peut encore aujourd'hui se poser la question comment le diable est-il possible ? Avec l'affaire Urbain Grandier, en effet, Loudun, ville ouverte, est devenu le centre et le théâtre d'un monde. Les pouvoirs s'y sont affrontés, les savoirs s'y sont interrogés, l'âme catholique s'y est émue, le corps social, on peut dire, s'y est déchiré. Partout, le diable était là. Mais il était peut-être partout ailleurs aussi, dans le silence des textes, dans les lacunes du langage. C'est dans cette lecture nouvelle que Michel de Certeau montre la guérison d'une société malade d'elle-même. Et c'est à l'occasion de la publication dans la collection Archives de Julliard de la possession de Loudun, ensemble de témoignages commentés par Michel de Certeau, que nous écoutons cet entretien avec Jean-Louis Cavalier. Michel de Certeau, on est tenté de dire encore une histoire de sorcellerie. Peut-on en fait confondre sorcellerie et possession ? Non, ce sont deux phénomènes distincts, bien qu'ils se soient suivis au cours de l'histoire, même croisés pendant certaines périodes. La sorcellerie est venue la première, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, dans d'immenses épidémies de sorciers en France, en Allemagne, en Angleterre, jusqu'aux États-Unis. Et c'est un phénomène qui a des caractéristiques propres, qu'il est surtout rural. Le sorcier est un paysan, en général un analphabète. Ses condamnations étaient brutales. Les juges étaient des magistrats qui venaient des villes, qui faisaient des tournées dans les villages atteints de sorcellerie. Les sorciers se trouvent souvent dans l'incertitude quant à leur propre possession diabolique. Ils ne savent pas s'ils sont ou non possédés. C'est finalement le juge qui leur apprend. Et n'importe qui dans le village peut accuser un collègue d'être un sorcier ou une femme d'être une sorcière. De même, ces sorcelleries sont accompagnées de sabbats, de grands mirages, de rêves, de tout un accompagnement d'horreur imaginaire ou réelle. C'est très difficile de savoir. Ça, disons, c'est le... Alors ça, c'est le climat de la sorcellerie. Schéma classique oui, de la sorcellerie. C'est ça. Alors qu'est-ce qui distingue Alors la possession vient après. Je dirais d'abord que la caractéristique de la possession, c'est qu'il n'y a pas deux termes, mais trois. Dans la sorcellerie, il y a deux termes, il y a le juge et le sorcier. Dans la possession, il y en a trois, il y a le juge, le sorcier et la possédée ou le possédé. Et la possédée n'est pas le coupable, c'est la victime. Et ce qui caractérise la possession, c'est qu'on se met à s'apitoyer sur la victime en même temps qu'on en fait un objet de spectacle, car sur le théâtre des possessions, enfin au cours des exorcismes pour chasser le diable, la possédée est toujours là face à face avec les exorcistes ou les juges, et le sorcier ne se voit pas, sauf que finalement on peut le désigner au cours du procès et on le brûle. Mais je dirais que dans la possession, justement, ce qui différencie d'abord de la sorcellerie, c'est que le personnage principal, ce n'est pas le sorcier, mais la victime du sorcier.
Un deuxième élément de différence, c'est que la possession se déroule dans les villes et dans des milieux beaucoup plus aisés. C'est-à-dire que les possédés, en général, sont des gens cultivés et à peu près du même niveau social ou culturel que les juges. Alors que dans la sorcellerie, le juge est un magistrat de la ville, le sorcier est un paysan des campagnes. Un troisième élément de distinction, c'est la rareté. C'est-à-dire que les possessions sont des petits phénomènes qui piquettent le sol français, à Aix, à Loudun, à Évreux, à Nancy, mais n'ont pas du tout le caractère massif des sorcelleries qui ont précédé. On pourrait considérer la possession comme une raréfication de la sorcellerie et en même temps une sorte d'accès au langage cultivé du problème diabolique. Si vous voulez, on entend le diable de la possédée parce que c'est la langue de tout le monde, la langue cultivée, etc. Tandis qu'on n'entend jamais le diable du sorcier, étant donné que ce n'est jamais que le juge qui parle et qui impose, en un sens, ses questions au sorcier. Dans votre livre, vous dites « Le problème de Loudun peut se formuler ainsi. Qu'est donc ce lieu qui sera le rendez-vous de raisons incompatibles les unes avec les autres ? Qu'est-ce qui se passe réellement et comment le dire ?» Vous en parlez comme s'il s'agissait d'une représentation théâtrale. Vous l'avez évoqué là à l'instant. Tout à fait. La possession, c'est un grand théâtre. Mais si on donne au mot théâtre toute sa force, c'est-à-dire que c'est la façon dont une société entière a représenté, a mis en scène sa propre tragédie. Et cette tragédie, c'était l'instabilité des raisons, enfin des cadres sociaux, des références intellectuelles, des critères de jugement. Au nom de quoi parler? Au nom de quoi juger? Nous verrons sans doute qu'un certain nombre de questions fondamentales se posaient. Qu'est-ce que c'est que le réel? Qu'est-ce qu'on voit? Car ce qu'on voit, c'est peut-être une illusion, c'est peut-être la réalité. Et finalement, tout cela s'est polarisé sur la possession, qui a été représenté théâtralement avec un lien de plusieurs types de questions. L'un des premiers problèmes, c'est le conflit entre les religions. Il y avait catholiques et protestants à Loudun, comme c'est le cas dans d'autres lieux de possession, et l'affrontement entre catholiques et protestants s'est passé sur le mode théâtral de la possession, après avoir été vécu sur le mode sanglant dans les rues de Loudun où on se massacrait. Mais c'était un problème fondamental car jusque-là, on pouvait se référer à une religion homogène qui était la religion de tous. Il y avait des cadres de référence communs. Or, voilà qu'il y avait deux types de religions, deux types d'églises et que s'ouvrait donc la possibilité d'un troisième terme, un scepticisme ou bien un pouvoir politique, une autre sorte de raison. À la fin de Loudun, on voit apparaître la raison d'État. C'est la politique finalement qui l'emporte sur la religion, mais il y a un état transitoire que représente la possession et qui est le conflit entre deux cadres de référence, catholiques et protestants, et sa représentation sur le mode théâtral de la possession. Alors comment on est précisément la possession de Loudun? Comment commence notre histoire? L'histoire commence comme certains romans fantastiques, c'est-à-dire il y a un fantôme la nuit dans un couvent à Loudun, de quelques religieuses qui étaient des pédagogues, enfin des maîtresses d'école, et qui étaient un peu isolées à Loudun, étant donné que c'était une nouvelle congrégation religieuse, qu'ils s'étaient installés à Loudun, dans une petite ville fermée, close, qui avait quantité d'habitudes, vous savez, cette opacité des villes traditionnelles, avec des conflits toujours là, mais dont on ne parle pas. Bon. Et il venait d'y avoir la peste, je crois. Il y avait eu la peste en 1632, au moment où commence la possession. Il y avait donc quantité d'ombres, de fantômes dans les rues de Loudun, de morts, de souvenirs pénibles, de choses dont on ne parlait plus, de ragots circulants, etc. Et c'est dans ce contexte-là que les deux religieuses, au cours d'une nuit, voient des fantômes. On essaiera peut-être après de voir ce que ça pouvait signifier. Et ces apparitions nocturnes se sont répétées et on a interprété cela très rapidement comme la présence du diable. Alors pour le comprendre, il faut dire aussi que ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Et en particulier, il y avait eu quelques années plus tôt, au début du XVIIe siècle, en 1609-1611, une histoire célèbre à Aix-en-Provence, où
une possession avait donné lieu à un procès, à l'accusation d'un sorcier qui était un prêtre, etc. Et cette histoire avait été racontée dans un livre qui avait fait le tour de la France. De telle sorte qu'on avait déjà des personnages établis, une histoire, un canevas, n'est-ce pas, un schéma pour une commedia dell'arte, et que très rapidement à Loudun, les personnages se mettent en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le fantôme, il faut qu'il y ait un sorcier, il faut qu'il y ait un exorciste, il y a des témoins, et peu à peu, le théâtre, la pièce s'organise. Alors à Loudun, qui sont les acteurs? Il y a d'abord ces religieuses qui sont les possédées, un petit couvent d'une trentaine de jeunes religieuses, elles sont toutes, c'est quasi des gamines, de 18 à 25 ans, avec la supérieure, enfin celle qui était responsable du couvent, qui s'appelait Jeanne des Anges, et qui immédiatement va prendre un rôle de vedette, enfin c'est la star de ces actrices ou de ces possédés. Et puis la deuxième catégorie de personnages, ce sont les exorcistes, c'est-à-dire des prêtres. Il y en a d'abord 1, puis 2, puis 6, puis 10, puis 20, 30, qui viennent pour combattre le démon et libérer les possédés du diable. Alors il y a pour les exorcistes toute une série de rites, de cérémonies. Ça se passe d'abord dans la chambre de la prieure, enfin de Jeanne des Anges, puis dans la chapelle, puis dans l'église, puis sur la place publique. Enfin, peu à peu, l'exorcisme s'étale, s'étend au fur et à mesure qu'un public croissant approche. Et puis le troisième personnage, c'est celui qu'on nomme, celui qu'on désigne comme sorcier. Et il y a un accusé qui est censé être le fantôme qui est apparu dès le premier jour. Et cet accusé, très rapidement désigné, était Urbain Grandier, le curé d'une paroisse de Loudun, un homme assez brillant, beau parleur, qui tombait les femmes et les jeunes filles du secteur, qui était assez libre d'esprit, enfin assez indépendant, assez libéral, et qui sans doute pour ces deux raisons-là, d'une part parce que c'était la terreur des mères de famille, et d'autre part parce que c'était un esprit assez ouvert et à certains égards assez sceptique, s'est vu accusé d'être le sorcier, le coupable de cette possession. Mais évidemment, d'autres personnages arrivent par la suite. Il y a un public extraordinairement nombreux qu'on voit entrer petit à petit, d'abord dans la chambre de la prieure, puis dans la chapelle, etc. Les magistrats d'abord, par ordre d'importance, il y a une sorte de rite d'entrée, enfin au moins quand on regarde les textes, c'est assez curieux. Il y a les médecins, quantité de médecins locaux, des médecins de village, comme disent les textes, puis des médecins qui viennent de Tours, de Poitiers, d'Angers, puis de Paris, puis de Grande-Bretagne ou des Pays-Bas, analyser ce cas. Puis viennent aussi des théologiens, des savants, des érudits, des hommes curieux, et surtout des spectateurs attirés là par ce grand cirque Hamar, à la fois terrifiant et fascinant, que représente la possession de Loudun. Alors, dans une possession, le diable parle. Quelle langue parle-t-il? Y a-t-il un langage de la possession? Alors ça, c'est un des problèmes de la possession de Loudun, c'est que le diable est par définition surnaturel, enfin, il ne parle pas donc la langue de tout le monde. Et il est censé parler latin. On lui adresse la parole en latin, et il doit répondre en latin. C'est même la preuve que c'est le diable. Car les religieux sont censés ignorer le latin, et donc si elles se mettent à parler latin, c'est que c'est vraiment le diable. D'ailleurs, le diable n'est pas uniquement spécialisé dans le latin, car on peut l'interroger aussi en hébreu, dans des langues sacrées, en hébreu, en grec, ou bien des interlocuteurs ou des visiteurs provenant du pays de Galles l'interrogeront en celte, ou d'autres en anglais, etc. Autrement dit, ce qui caractérise le diable, c'est qu'il parle une langue étrangère, et étrangère au possédé. Ça, c'est justement un des traits caractéristiques, que cette présence de l'étranger, innommable, enfin, d'une puissance autre, désignée par le fait d'une langue qui est autre. Je dirais qu'un deuxième caractère de cette langue, c'est qu'elle est inconsciente,
C'est-à-dire que les possédés ne savent plus, ne doivent plus d'ailleurs se rappeler, après le temps de l'exorcisme ou de l'interrogation, ce qu'elles ont dit. Et si par hasard elles reprennent leur esprit ou elles se mettent à parler en français, tout s'effondre. C'est-à-dire qu'il faut passer à une autre possédée, car au cours des exorcismes, il y avait une vingtaine de religieuses possédées, et on allait de l'une à l'autre dans la mesure où l'une parlait latin, et puis sa langue ou son inconscience s'effondrait, donc on passait à une autre. C'est une sorte de topographie du diable, on le suivait à la trace, n'est-ce pas, là où émergeait la langue étrangère. Et alors, il y a aussi tout un vocabulaire du corps. On a même parlé d'érotomanie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? L'érotomanie, c'est l'interprétation que donnaient des médecins présents, en disant que c'était simplement des femmes possédées d'amour. C'est une des interprétations qu'on peut donner. Mais je pense que d'abord, il faut constater le phénomène premier, à savoir l'insuffisance de la langue intellectuelle pour traduire un problème fondamental, cette sorte d'ineffable ou de contestation obscure qui accompagne l'ébranlement de toutes les certitudes quant au savoir, à la vision, au cadre religieux ou politique, etc. Et il n'est pas surprenant justement que ce soit constitué un langage fait avec les parties du corps. Le corps devient le relais du langage intellectuel. Et il y a tout un système de gestes qui se combinent les uns avec les autres et qui constituent un langage. C'est aussi frappant de constater que il y a là une élimination de la personne. Et ce qui compte, ce sont des gestes successifs, où la série constituée par la transpiration, ou bien le fait de tirer la langue, ou de marcher sur la tête, ou d'avancer sur la pointe des pieds, etc. Il y a une série de gestes, si vous voulez, qui représentent comme les lettres d'un alphabet ou comme des mots, un vocabulaire, et on peut suivre, repérer des significations au fur et à mesure qu'on voit apparaître, par exemple, tel type de transpiration, tel type de geste chez les religieuses. Mais elles n'existent plus comme femmes. Elles entrent là dans une combinaison de vocabulaire, de vocables corporels, de même qu'un enfant apprend les lettres de l'alphabet ou des mots successifs pour composer des phrases. Et bien là, de même, des fragments du geste, la façon dont l'œil se révulse, etc., composent une langue propre dont les techniciens, à savoir soit les théologiens, soit les médecins, connaissent la signification. Avec évidemment un problème posé, à savoir quel sens va-t-on donner à ce langage-là. Et c'est là où théologiens et médecins ne s'entendent pas, mais le public, lui aussi, s'apprivoise à ce langage du corps. Il sait que quand il y a telle posture, c'est que tel type de diable qui se présente, ou que ça annonce tel type de phénomène qui va suivre, etc. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage, une langue gestuée, qui n'est plus de l'ordre de la langue intellectuelle. Mais est-ce que derrière ce code ne se cache pas une sorte de revendication féministe? Parce que les Ursulines, on les appelait les Amazones pour une certaine raison quand même. Oui, enfin du moins certains auteurs les appelaient des Amazones, mais je pense que c'est un autre problème posé aussi par la possession et qu'il faut envisager d'une façon un peu plus large. On peut considérer le XVIIe siècle comme un siècle des femmes, une grande promotion de la femme, depuis l'éducation des filles jusqu'à ces régentes, enfin ces femmes qui tenaient le gouvernement royal après la mort du roi, etc. Bon, on voit à la fois au point de vue littéraire, au point de vue politique, au point de vue social, une promotion de la femme au XVIIe siècle assez extraordinaire. Or, dans le contexte religieux, cette promotion de la femme ne trouvait pas immédiatement une place. Il y avait bien un certain nombre de femmes qui étaient les organisatrices, par exemple, des missions ou de grandes entreprises religieuses. Mais je pense que pour une part, ces religieuses, si on prend le cas particulier de Loudun, ces jeunes Ursulines, qui étaient de familles ou nobles ou de bourgeoisie, enfin d'avant-garde, qui s'étaient émancipées de leur famille, qui avaient quitté leur famille pour pouvoir partir là dans cette croisade
téméraire. Enfin, c'était une sorte de grand départ pour l'aventure. C'était partir pour l'Amérique, entrer dans c'est une jeune congrégation de ces Ursulines qui venait d'être fondée et qui s'embarquait pour des choses neuves, la scolarisation, l'alphabétisation, on pourrait dire. Enfin, et qui avait aussi des connaissances intellectuelles, des responsabilités propres, qui faisaient la leçon non seulement à leurs élèves, mais aux parents de leurs élèves. Bon. Or, par rapport aux prêtres ou par rapport à un certain nombre d'institutions religieuses, elle restait minoritaire. Mais comme malgré tout le prêtre ou l'évêque gardait le privilège d'une représentation sacrée, enfin pour des religieuses, la possession leur fournissait le moyen caché d'une rébellion. Et ces Amazones manifestait une position nouvelle de la femme par rapport au prêtre, à l'évêque, à l'exorciste, ou simplement au pouvoir civil, au magistrat. Un monde fait pour les hommes. Un monde d'hommes, oui. Sur le mode déguisé du diable, qui les autorisait, justement parce que c'était censé ne pas être elle, à gifler l'exorciste, à le bousculer, à prendre des attitudes très, très ironiques, vis-à-vis du magistrat, se payer la tête de ces bons capucins ou de ces sommités théologiques qui venaient les voir et qu'elle raillait, qu'elle jetait à terre, qu'on giflait, sur lequel elle crachait, etc. Enfin bon, sous le déguisement du diable, il y a véritablement une rébellion de la femme. Et à Loudun, c'est plus particulièrement une sorte de conflit vis-à-vis des autorités religieuses ou civiles. Mais dans d'autres cas, par exemple à Nancy, c'est le médecin qui est visé. Et le sorcier qu'on accuse, contre lequel une femme se rebelle, est un médecin. C'est une autre forme de savoir viril, si l'on veut. Cette affaire dure de 1630 à 1640, je crois. Oui. Et c'est quand même une période qui voit le discours de la méthode de Descartes, qui voit la leçon d'anatomie de Rembrandt. Alors est-ce que la possession fait partie de ce tout, de cette remise en question d'un savoir? Certainement, c'est même le problème fondamental. Et je pense qu'il y a un lien très étroit entre Descartes et la possession de Loudun. Ou, si vous voulez, un troisième courant qu'on pourrait prendre à titre de symbole, ce qu'on appelait le libertinage érudit, c'est-à-dire des sceptiques, qui constituaient des groupes très critiques par rapport à toute la tradition religieuse, intellectuelle, philosophique, etc. Et sous ces trois formes, la possession, l'entreprise cartésienne, si l'on veut, et ces libertins intellectuels, on trouve la contestation d'une tradition ou d'un système intellectuel qui est en train de s'effondrer. Et la nécessité aussi de pouvoir trouver un système intellectuel ou des cadres sociaux qui tiennent. Descartes, quand il écrit le discours de la méthode, prend comme comparaison le voyage d'un homme solitaire dans une forêt vierge, et il faut aller tout droit pour pouvoir trouver une issue. Eh bien, c'est le problème aussi de Loudun, c'est-à-dire dans cet afflux des fantasmes, cette indécision entre ce qui est réel ou ce qui n'est pas réel, cette impossibilité de trancher ce qui est naturel ou ce qui n'est pas naturel, cette espèce de suspension, d'hésitation pour qualifier les choses, est véritablement la tragédie qui constitue le sujet de la possession de Loudun. Et c'est un grand problème, enfin, de la connaissance qui se pose. Et ce n'est pas pour rien que sont venus à Loudun des médecins fameux, des théologiens, des curieux littéraires, enfin des érudits, qui venaient voir là si on pouvait être assuré d'une réalité qu'on voit, ou bien si toute réalité n'était qu'imagination, un irréel, un fantastique. Et ça, c'est un problème que se pose aussi Descartes, car Descartes n'est pas plus sûr de la réalité de ce qu'il voit. Et finalement, dans l'une de ses règles de discernement des esprits, il dit que celui qui est le plus sûr de l'objet qu'on voit, c'est finalement l'aveugle, car c'est celui qui peut le toucher avec un bâton. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que connaître la réalité? Quelle garantie avons-nous de ce qui est réel? C'est une question très dangereuse, enfin très fondamentale aussi. Et la question posée à Loudun, c'est de savoir si on peut établir une loi naturelle. C'est l'époque aussi
de tout le théâtre baroque, de toute la sculpture baroque ou de la littérature baroque, qui est une littérature de métamorphose, où les choses se muent comme ça sensiblement en d'autres choses. Et cette mouvance de la réalité, cette incertitude du découpage des objets, ces contradictions internes de la passion, sont un des thèmes de l'époque qui est en quête d'un ordre ou d'une raison. Et peut-être pourrait-on résumer le problème de Loudun en disant qu'est-ce que c'est que la raison, ou qu'est-ce qui est raisonnable? Vous dites l'énigme de cette histoire est la possibilité d'un discours sur la possession. Alors cette émission d'aujourd'hui, c'est une énigme? Oui, c'est-à-dire que nous retrouvons aujourd'hui un problème analogue. Avoir un discours de la possession, cela signifie qu'on a des normes claires pour pouvoir classer tous les phénomènes de Loudun et les ordonner en fonction d'une rationalité. C'était le problème qui se posait à l'époque, car il y avait plusieurs systèmes d'interprétation qui étaient en conflit les uns par rapport aux autres, et il s'agit de savoir si quelque part il y aurait un type de discours reconnaissable qui s'impose à propos de la possession. Finalement, il y en a eu un, c'était le discours politique, la raison d'État. Et c'est ce que signifie l'évolution de Loudun, c'est ce lent passage d'un ordre religieux à un ordre politique, d'une raison fragmentée religieuse à une raison d'État, un pouvoir qui s'est imposé à tous et qui finalement était capable de classer. La laïcisation des démons. La laïcisation, si l'on veut, des démons. Et s'il y a eu à Loudun des spirituels, un grand mystique, un homme assez extraordinaire, Jean-Joseph Surin, peu à peu, justement, la spiritualité est devenue une sorte de réseau partiel, enfin marginal, et non plus l'organisation de la société, ou l'interprétation intellectuelle de la société. Eh bien, ce problème de l'époque, c'est aussi le nôtre, car la question qui se pose aujourd'hui en histoire, mais qui se pose aussi du point de vue d'une interprétation de la société, d'une politique, d'une culture, c'est de savoir s'il y a un système unique d'interprétation qui permette de rendre compte d'un phénomène qui est le symptôme d'une indécision. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous ayons la possibilité d'un discours ou d'une rationalité qui dise ce que c'est que la réalité. Mais la réalité, au fond, se situe dans les sciences humaines comme ce que supposent différents types d'interprétations. Il y a une interprétation, par exemple, démographique, économique, historique, littéraire, etc. Et même dans chaque science, il y a des types différents d'interprétations. Et la réalité est ce qui rend possible ces différents types d'interprétations. Mais ce n'est pas ce qu'une seule interprétation peut désigner et englober. Et c'est là quelque chose qui rejoint ce qu'on trouve dans la littérature fantastique ou dans le roman fantastique, c'est-à-dire un suspense, enfin une suspension, une hésitation entre ce qu'une rationalité peut dire et d'autre part ce qui lui échappe. Eh bien, je dirais que le rapport entre les archives, enfin les documents de l'époque et l'interprétation que je donne établit deux termes et la réalité c'est un troisième terme. On ne peut pas dire que la reproduction des documents ce soit la réalité, parce que c'est simplement un aspect du réel et le problème de savoir d'ailleurs ce qu'il voulait dire à l'époque, etc. Le commentaire, ou du moins l'explication que je donne, l'interprétation psychanalytique, culturelle, sociologique, etc., c'est aussi une part de la réalité. Et finalement, ce qui s'est passé se trouve entre les deux, comme ce qui a rendu possible les documents et ce qui rend possible mon interprétation. C'est-à-dire qu'il y a un aspect mystérieux dans la réalité même, qui échappe toujours à une rationalité. Je dirais que c'est par là que s'insinue dans n'importe quelle rationalité l'interrogation posée par le réel.
C'était Les Possédés de Loudun dans Arcane 71, une émission de Roger Pilaudin avec Michel de Certeau et Jean-Louis Cavalier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 février 1971. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.